il y a un meme qui a circulé là, déjà quelques mois déjà, mais je l'adore. C'est dit, l'intelligence artificielle ne remplacera pas des humains. Les humains vont être remplacés par des humains qui savent utiliser l'intelligence artificielle. Et puis, j'aime beaucoup. Bienvenue à l'épisode 208 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait réellement remplacer des tâches humaines complexes? Nous plongeons aujourd'hui au cœur de la révolution de l'Agentic AI et des agents AI autonomes avec Frédéric Brosseau, expert en intelligence de processus chez Levio. Dans cet épisode, nous explorons comment les agents AI autonomes peuvent comprendre et planifier des tâches complexes allant bien au-delà de l'automatisation simple, le concept de chain of thought qui permet à l'intelligence artificielle de raisonner et d'améliorer sa prise de décision, l'importance des operators qui permettent aux agents AI d'interagir avec des systèmes externes et le monde réel, pourquoi les entreprises doivent optimiser leurs processus avant d'automatiser avec l'intelligence artificielle pour maximiser les gains, et enfin, comment cette technologie transforme déjà le marché avec un taux de croissance annuel estimé de 45% d'ici 2030. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'intelligence artificielle et son impact sur les processus d'affaires, cet épisode est fait pour vous. Frédéric Brosseau est associé chez Levio, où il dirige la pratique d'intelligence de processus. Il aide les organisations à gérer la performance et la conformité des processus, puis à les optimiser. Il est un pionnier canadien dans le domaine du process mining et de l'Agentic AI. Détenteur d'un MBA en stratégie de l'Université McGill et d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, Frédéric Brosseau participe activement à des événements et des conférences sur l'intelligence des processus et l'hyper-automatisation, comme les conférences All-In et Operational Excellence, où il a discuté de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'amélioration des processus. Allons-y. Bonjour Frédéric, bienvenue sur le podcast. Bonjour Éric, merci pour l'invitation. Frédéric, on s'est vu il y a de ça quelques épisodes. Aujourd'hui, on sait que l'évolution de l'intelligence artificielle prend beaucoup de formes, différentes formes. On connaît bien sûr les LLM, l'utilisation d'algorithmes dans le Business Process Automation. On avait justement discuté de Business Process Automation ensemble dans un épisode antérieur. Maintenant, on assiste à l'émergence des agents AI autonomes. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y porter attention? Peux-tu nous démêler tout ça? Avec plaisir. Peut-être d'entrée de jeu, Éric, j'aimerais ça positionner mon enthousiasme et ma candidité avec ce qui s'en vient. Je considère que c'est la deuxième fois dans ma carrière de 30 ans où j'ai la possibilité de découvrir une nouvelle technologie qui donne un gain de productivité pour les entreprises aussi important. Mm-hmm. Puis la première fois, c'était... Donner un peu de contexte, en 97, j'ai travaillé dans un start-up québécois et puis on avait développé une solution pour faire le traitement des chèques et des paiements par chèque. Alors, des entreprises comme Desjardins, comme Banque nationale, comme Hydro-Québec, comme Gaz Métro avaient toutes utilisé notre solution parce qu'à ce moment-là, si je prends Hydro-Québec comme exemple, il y avait à tous les jours une vingtaine de milliers d'enveloppes qui étaient reçues par la poste parce qu'à ce moment-là, on payait tous les comptes par chèque. Et puis, on avait utilisé la première génération d'intelligence artificielle qui était du machine learning, qui avait été entraîné pour reconnaître l'écriture humaine. Et puis, ce que le logiciel permettait de faire, c'est qu'au lieu qu'il y ait des hommes et des femmes qui, devant des machines, encodaient le montant des chèques et après ça, devaient les trier par date, parce qu'au Canada, on pouvait faire des chèques post-datés. Les gens on prenait une image de ce document-là et là, on avait des algorithmes qui lisaient automatiquement le montant écrit sur les chèques pour reconnaître la date et le montant. Oui. Et puis, à cette étape-là de ma carrière, je rentrais dans un département et puis je comptais le nombre de personnes qui faisaient ce travail-là et puis je divisais par 4. S'il y avait 20 personnes,
après l'implantation de cette technologie, il y en avait juste besoin de 5. Et puis, j'ai jamais retrouvé, à travers toutes les nouvelles technologies, un moment où on a ce ratio de gain potentiel de productivité-là que maintenant. Mm-hmm. Et puis, je suis tout à fait confiant que le développement de ce qu'on appelle les Agentic AI qu'on va discuter aujourd'hui va donner ce pourcentage de retour sur investissement, de gain de productivité-là. Pour vous donner une idée, c'est émergent, là. Les Agentic AI, on parle de 3 mois, vraiment. Mais le marché actuellement, il est estimé, pour 2024, on parlait d'un marché de 5 milliards de dollars à peu près. Mm-hmm. Et puis, d'ici 2030, alors d'ici les 5 prochaines années, on parle d'un taux de croissance annuel de 45%. Alors, c'est vraiment quelque chose où est-ce qu'il y a énormément de recherche et développement, que la technologie est difficile à suivre. Tous les jours, il y a un nouveau modèle qui sort. Mm-hmm. Et puis c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de gain productivité qui sort de là. On a parlé la dernière fois d'automatisation de processus d'affaires, du business process automation, si je peux dire. Peux-tu nous camper un peu comment tout ça se démêle? Juste pour mettre la table, puis pour qu'on puisse explorer le sujet. Donc, on a business process automation, il y a du LLM qu'on connaît, ChatGPT, Gemini et compagnie. Parle-nous où est-ce que l'agent AI vient s'insérer dans cette logique-là. Ouais. Peut-être que je pourrais faire un peu un léger historique, là. Alors, quand on parle du business process automation, depuis 2015 environ, disons 2015, il y a plein d'outils à la Power Automate qui ont été développés, des plateformes de low-code qui permettent d'utiliser des outils visuels pour dire, si j'ai un processus X que je dois faire, pour automatiser ce processus-là, je vais découper chacune des tâches et puis là, je vais utiliser des outils comme des notations Business Process Management Notification, BPMN, pour dire, OK, voici exactement la séquence exacte de tâches qui doit être faite. Et puis, une fois que tu as modélisé ça, tu peux le lancer, puis il va y avoir un engin qui va exécuter cette séquence de tâches-là. Mais ça demeure de la programmation. C'est de la programmation visuelle, mais c'est de la programmation. Et puis, la plupart du temps, on espère qu'il y a une interface avec un système informatique qui nous permet de faire une lecture dans une base de données ou une écriture dans une base de données. Et puis, ça fonctionne relativement bien. Mais c'est un processus qui est rigide. Il n'y a pas, si il y a quelque chose qui répond pas, tout plante et puis on a un processus qui a eu un échec. À peu près au même temps, il y a une autre technologie qui a été développée. Vous avez probablement déjà entendu parler de RPA ou Robotic Process Automation. Et puis, dans ce modèle-là, on fait souvent face avec des plus vieilles applications où il n'y a pas d'API, il n'y a pas d'interface qui permet à un outil d'automatisation de faire des appels pour mettre à jour des données. Et puis là, le Robotic Process Automation était une façon pour un ordinateur, un programme, de simuler un usager sur un écran. Alors, si on pense simple, il y avait peut-être une vieille application de type mainframe avec pas d'interface API, le RPA se connectait sur ce vieux système-là comme s'il était un humain. Et puis, on lui disait exactement, il faut que tu cliques sur tel écran puis que tu fasses telle saisie. Alors, on répliquait le travail humain en allant cliquer sur les écrans, mais c'était du travail qui était encore là, hard-codé de toutes pièces. Okay. Et puis, ça, c'est un peu là, les outils qu'on a eus depuis la fin des années 2015. Récemment, l'Agentic AI, ce qu'il a fait, c'est que au lieu d'être obligé de coder morceau par morceau quelles seraient les étapes de ton processus, tu vas donner un objectif à ton agent AI. Tu vas lui dire, moi, mon processus, là, ce que je veux, c'est de traiter une commande. Et puis, tu vas dire à l'agent, je veux que tu traites une commande. Voici ton objectif. Et avec de l'apprentissage, l'agent va être capable de comprendre par lui-même c'est quoi la séquence d'activités qu'il devrait, lui, utiliser pour faire cette tâche-là. Alors,
ce que ça veut dire, puis c'est peut-être la première définition que j'aimerais donner d'un Agentic AI. Un Agentic AI, c'est une forme d'intelligence artificielle qui a comme objectif de réaliser des actions. Mm-hmm. Et puis, elle est capable de 3 choses. Elle est capable de raisonner, fait qu'elle va comprendre l'objectif qu'on lui a donné. Oui. Elle va être capable de, par elle-même, planifier ses tâches pour dire comment je vais la réaliser. Et elle va apprendre par elle-même. Alors, la 2e, la 3e fois, la 4e fois qu'elle réalise, ben, elle va s'améliorer continuellement. Mm-hmm. Alors, c'est ça. La différence fondamentale, c'est dans les technologies qu'on avait auparavant, oui. Il fallait coder et structurer les tâches exactes qui devaient être réalisées et on n'avait pas de flexibilité quand quelque chose déviait de la norme. Alors qu'avec l'intelligence artificielle, on lui donne un objectif et elle va faire le travail comme un humain le ferait. Oui. Donc, je t'écoute. J'ai 2 extrêmes. J'ai le pôle, si je peux dire, on a à gauche le modèle RPA qu'on mentionnait, Robotic Process Automation. On a à droite l'Agentic AI, où est-ce que là, on valorise les réponses et l'AI apprend de lui-même, apprend des réponses et permet d'améliorer son modèle. Entre les deux, présentement, on a 2 autres éléments juste pour bien camper. On a toutes les LLM, donc toutes les Large Language Models, le ChatGPT, les Gemini, Perplexity et compagnie, Claude. Et on a aussi ce qu'on entend, parce que tu as parlé d'Agentic AI, mais on entend aussi parler des agents AI, des Agent AI. Et je pense qu'on avait une discussion avant d'enregistrer qui permettait de positionner un peu une certaine nuance, parce que je vois dans ton propos deux pôles, mais dans lesquels il y a une gradation des outils et une utilisation plus intensive au fur et à mesure. Et on passe tranquillement de modèles d'intelligence générative où est-ce qu'on peut converser, faire une tâche spécifique. On peut demander à faire une série de tâches spécifiques et d'interagir avec. Et on peut avoir ce modèle-là où est-ce qu'il est quasi autonome. Où est-ce qu'on aboutit dans l'Agentic AI. Est-ce que la façon dont j'ai créé cette gradation-là fait du sens? Est-ce qu'il y a une nuance à apporter? Oui, j'aime beaucoup comment tu l'approches. Traditionnellement, on expliquait qu'on faisait du Robotic Process Automation ou du Business Process Automation. Novembre 2022, OpenAI a lancé ChatGPT. Alors, c'est la première version commerciale, grand public, de l'intelligence artificielle générative. Je pense que chez OpenAI, à ce moment-là, il n'y avait pas encore l'équipe de marketing. Le terme ChatGPT, c'est un terme d'ingénieur. GPT, c'est pour Generative Pre-trained Transformer. Alors, cette forme d'intelligence artificielle-là, ce qu'elle fait, c'est que tu lui donnes un input et puis basé sur toute la quantité d'informations sur laquelle elle a entraîné, elle va transformer cette réponse-là, cette question-là, en une réponse. Oui. Alors, on appelle ça des transformers parce qu'on voit souvent que ça va être du texte to vidéo. On va lui donner une question. On va dire, donne-moi une vidéo de chat qui saute avec une balle, puis il va créer une vidéo automatiquement basée sur ce qu'il connaît des chats. Vous avez toutes sortes de chansons comme d'applications comme Suno maintenant qui vont nous permettre de donner un petit paragraphe puis ça va créer une chanson. Il y a à l'inverse, on peut lui donner une image puis dire donne-moi un sommaire de ça. Et puis ce qu'on a utilisé en grande majorité, c'est du texte to texte. On va lui donner une question et puis dans l'intelligence générative comme ça, tous ces modèles-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été entraînés en utilisant une très, 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 très grande quantité d'informations. Et puis, à partir de cette information-là, ben, ils sont capables de développer des nouvelles connaissances ou des nouvelles informations à partir du moment qu'ils ont une question, contrairement à un Google Search qui va juste te donner des liens. Lui, il va créer la nouvelle réponse. Je me rappelle, il y a 2 ans, je travaillais avec différentes entreprises, puis toutes les entreprises ont commencé à expérimenter avec ça pour automatiser des trucs. Finalement, il n'y avait pas vraiment d'automatisation. C'est je pose une question, puis j'ai une réponse. Alors, moi, les endroits que j'ai vus qui avaient eu le plus de valeur, c'est peut-être pour des centres de services à la clientèle, que quand il n'y a aucune entreprise que je connais qui ont
vraiment déployer ça grand public parce que c'est des modèles statistiques, puis de temps en temps, le modèle statistique fait des erreurs, fait des hallucinations. Oui. Et puis, si tu fais du service à la clientèle, c'est mission critical, le moindrement, tu veux pas te permettre de dire n'importe quoi. Oui. Alors, mais il y a beaucoup de départements de service à la clientèle qui vont voir la capacité de poser une question à leur agent, avoir la réponse immédiatement, puis là, l'interpréter et répondre au client. Mais il n'y a pas eu, dans les 2 dernières années, il n'y a pas eu de grands gains de productivité qui ont été faits avec purement l'intelligence artificielle générative. Ce que tu expliques, c'est qu'il y a eu des workflows qui ont été augmentés par l'intelligence artificielle comme deuxième étape. Oui. Alors, si j'avais un workflow complexe, puis une des étapes du workflow, je vais donner un exemple concret. On travaille avec des institutions financières, puis on a des projets où est-ce qu'on automatise les applications pour faire des prêts. Ben, le banquier, dans une des étapes, il va te demander à l'entreprise, au particulier, donne-moi ton bilan. Puis là, ben, il faut qu'il lise le bilan puis qu'il le convertisse dans le format de données que eux ils utilisent pour conserver ça puis calculer les ratios. Oui. Alors là, il pourrait avoir un workflow complet. Et puis là, on utilise une forme d'intelligence générative qui va lire le bilan, le document, puis qui va dire, ben, les actifs court terme sont ici, il va reconnaître comment le faire, puis il va faire ça. Mais là, c'est une étape qu'utilise l'intelligence artificielle dans ce workflow-là. Et puis, ce qui est arrivé depuis 2-3 mois, c'est une conjonction de trucs. Il y a un concept en intelligence artificielle qu'on appelle le chain of thought. C'est qu'avant, dans l'intelligence générative, tu promptais l'intelligence artificielle, tu lui donnais une question, et puis lui donnait statistiquement la meilleure réponse possible. Alors, la chanson, c'était la meilleure réponse possible pour la question que tu lui posais. C'était toujours statistiquement la meilleure réponse possible. Oui. Et puis, entre autres, grâce à DeepSeek, qui était une entreprise chinoise qui avait beaucoup moins de ressources informatiques disponibles pour créer les modèles, ben eux, ils ont utilisé des modèles qui existaient déjà, mais ils ont vraiment mis en production, puis ils ont développé le chain of thought. Alors, si vous utilisez maintenant, pour vous amuser, je vous invite de le faire, là, DeepSeek ou les nouveaux modèles, en fait, depuis 1 mois, tous les nouveaux modèles, ou à peu près, vous allez voir ça. Vous allez voir, j'aime beaucoup Perplexity. Si vous voulez expérimenter, vous allez sur Perplexity, puis vous allez voir l'intelligence artificielle réfléchir avant de donner la réponse. Fait qu'elle veut dire, je comprends que l'usager me demande ça. C'est un peu comme quand on était, je sais pas, au secondaire, puis on avait des compréhensions de texte. Oui. Avant d'écrire notre dissertation, on faisait un plan. Ben, on faisait un plan. Alors, contrairement à avant, où l'intelligence artificielle te pitchait la meilleure réponse statistique possible, maintenant, l'intelligence artificielle, elle va raisonner et elle va planifier. C'est un peu bizarre parce que en décomposant le problème en petits problèmes, l'intelligence artificielle utilise en fait beaucoup moins de ressources. C'était une façon hyper élégante pour les ingénieurs de donner un bien meilleur résultat plus efficacement. Et puis, ben c'est ça, le modèle actuellement va raisonner, fait qu'il va prendre la question puis il va dire, ben si je comprends bien, la personne demande ça. La question implique que je vais devoir utiliser telle source de données, telle source de données. Si je veux planifier une commande, ben avant de la confirmer, il faut que je sois capable d'aller voir si mon inventaire est disponible, etc., etc. Oui. Si mon inventaire est pas disponible, ben je vais peut-être tout de suite interagir avec le client puis lui dire, ben est-ce que tu préfères attendre 2 semaines ou je pourrais te présenter cet autre produit-là? Mais là, on n'a pas entraîné l'agent à faire ça. On lui a dit, voici mon objectif, qui est de avoir un bon taux de satisfaction, de faire ça. Et puis l'agent va lui-même comprendre, basé sur l'historique de toutes les transactions passées, c'est quoi sa meilleure façon pour livrer ce résultat-là. Alors, le chain of thought que j'expliquais est la grande innovation qui est arrivée depuis
disons 3 mois. La deuxième... Et je mets en perspective qu'on est présentement fin février 2025. Ouais. Donc, pour ceux qui nous écoutent, le 3 mois va peut-être être 5 mois. Et on va voir comment ça va se dérouler aussi au courant de l'année en 2025, bien sûr. Oui. Écoute, ça va vraiment tellement vite actuellement que c'est vraiment difficile de juste suivre les avancements technologiques. Oui. Mais Chain of Thought est un concept fondamental. Il y a un deuxième concept fondamental qui est arrivé à peu près au même moment, qu'on appelle les operators. Mm-hmm. Alors, ce que ça veut dire, c'est que, puis s'il y en a qui sont intéressés, on peut aller sur YouTube puis voir le lancement de la dernière génération de OpenAI Operators. L'exemple grand public qu'ils ont utilisé, c'est que ils demandent à l'agent de faire une réservation dans un restaurant à San Francisco. Et puis, si on revient à le Robotic Process Automation, pour faire ça, il aurait fallu là, bâtir une séquence précise d'activités, puis il y a une grande chance que ça fonctionne pas. Parce que les sites web de réservation de restaurants, ils changent continuellement. L'interface, dans 2 mois, elle sera probablement pas la même. Alors, eux, l'agent va partir puis va dire, OK, je vais aller sur le site web du restaurant. Lui, il a tout décortiqué la séquence. Puis il va dire, je vais aller sur le site web du restaurant, je vais voir c'est quoi le système de réservation. Là, il dit, c'est OpenTable. Alors là, il va aller sur OpenTable. Puis là, on n'a pas besoin de lui avoir dit exactement sur quel code de la page HTML où est-ce qu'il y a des boutons qu'il doit cliquer. Oui. Lui, il est capable d'interpréter la page et puis essayer de faire une réservation pour 18 heures. Et puis, dans l'exemple qu'il y avait dans la vidéo, la plage horaire de 18 heures n'est pas disponible. Fait qu'il va revenir à l'utilisateur et dire, j'en ai une de disponible à 18h30, est-ce que ça te va? Puis la personne va dire oui. Alors, l'agent est capable d'interagir avec le monde extérieur par lui-même. Alors, le Agentic AI, pour résumer, ce que dans les 3 derniers mois, on a été capable de faire, c'est que au lieu de donner des séries d'activités précises, on donne l'objectif à l'agent. L'agent, à partir de là, est capable de raisonner, décortiquer la série d'activités qu'il doit faire et d'interagir par lui-même avec le monde extérieur pour compléter des actions qui remplacent qu'un humain aujourd'hui fait dans la plupart des organisations. Quand on regarde n'importe quelle organisation qui fait du travail d'une manière répétitive, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. La personne a un objectif, puis... Aussi, quand je pense à Agentic AI ou je pense aux agents AI, puis je pense de ces 2 éléments-là surtout, où est-ce que, évidemment, le degré d'autonomie de l'intelligence artificielle va être différent. Les éléments clés qui font en sorte comment ça fonctionne, c'est-à-dire les composantes mêmes qui sont sous le capot, si je peux dire. Il y a quelques éléments, je pense, qui sont importants de comprendre. Et une fois qu'on comprend ces éléments-là, ça nous amène à penser à comment ça peut s'appliquer en organisation pour pousser la réflexion de qu'est-ce qu'on parle jusqu'à maintenant. Mais ça fonctionne comment, en termes de sous le capot, les grands éléments clés qui interviennent ensemble? On en a, j'en ai un petit peu parlé précédemment, mais sous le capot, l'agent AI, on l'encapsule, fait c'est un service qui va être appelé, puis à l'intérieur de cette capsule-là, il y a 5 modules différents. Et puis, là, il y a des plateformes d'architecture d'agents qui se développent parce que ces 5 composantes-là vont probablement être interchangeables. Il y a des plateformes qui permettent de développer des agents qui vont utiliser un modèle X pour faire par exemple, de la reconnaissance vocale, mais je sais que dans 2 mois, il va en avoir un meilleur. Fait que tu peux facilement interchanger les modèles. Mais les 5 grosses choses, tu as un modèle qui est ta capacité de raisonnement et de planification. Alors ça, c'est un premier modèle qui est intégré dans l'agent qui va lui permettre de recevoir la demande, de la comprendre et de planifier ses tâches. Il y a un deuxième modèle qui est celui-ci qui, lui, va être spécifique à chacun des processus. Tu veux entraîner ton agent sur l'expérience passée pour que lui soit capable de dire
Puis c'est là que des fois, j'entends parler des gens qui vont dire, ben l'agent, au début, il va pas être vraiment très performant. Si tu y vas en le développant puis en le mettant sur le marché, effectivement, au début, il va être... C'est comme si tu engageais un nouvel employé. Au début, il va pas vraiment trop savoir quoi faire. Oui, oui. Puis, mais tu pourrais aussi prendre l'historique de toutes tes données si tu as bien travaillé ton processus, puis ton processus est déjà bien modélisé, et si tu as un comptoir de données qui a des traces de comment ton processus est... Ben, tu pourrais dire à ton agent, voici toutes mes dernières transactions de l'année dernière. Et puis, là, je veux que tu aies comme objectif de la faire la plus rapidement possible, la faire avec le 100% de taux de conformité, et que je veux que tu aies un taux d'erreur de moins de 1%. Si tu penses que tu n'es pas là, ben, tu as besoin de demander de l'aide à quelqu'un pour l'approuver. Alors, le modèle de connaissance, c'est principalement comment qu'on va apprendre à l'agent de faire le processus. Il y a une partie mémoire à court terme qu'on doit développer parce que on le voit un peu quand on fait affaire avec l'intelligence à langage naturel. Tu sais, tu peux poser une nouvelle question dans la même série de questions, à l'intérieur d'une série de questions. Puis là, il va se rappeler de tout le contexte ou on peut partir une deuxième conversation. Alors, c'est l'idée qu'il faut donner une mémoire à l'agent pour qu'il soit capable de se rappeler de ce qu'il vient de faire. Tout à fait. Surtout dans un cas de processus où est-ce que une commande, elle peut peut-être prendre un mois là, avant d'être livrée de bout en bout. La capacité d'apprentissage, fait que tu as un modèle qui va lui permettre d'apprendre. Et le dernier, c'est les operators que je vous parlais, qui est les accès à des systèmes externes où est-ce que l'agent va être capable de interagir avec son environnement. Donc là, on sait qu'est-ce que c'est, on sait de quoi on parle, on sait comment ça fonctionne. C'est quoi les impacts anticipés pour les organisations? Parce que clairement, il y a énormément de potentiel qui existe en arrière de tout ça. Écoute, le potentiel est presque infini. Puis, je serais curieux qu'on se reparle dans 3 ans, mais je peux voir que n'importe quelle tâche répétitive dans une organisation va avoir été automatisée. Et puis, si on est une compagnie d'assurance actuellement, si on est une institution financière, si on est une compagnie de télécommunications, et on prend pas cette vague-là, nos compétiteurs vont la prendre et on va devenir grandement défavorisés par la suite. Il y a une statistique que j'ai vue récemment, on parle pour les institutions financières, alors le bancaire, l'assurance, il y a un gain, on parle de 38% d'amélioration de la productivité des entreprises d'ici 2035. Alors, je pense que dans la prochaine année ou 2, toutes les organisations vont réaliser que c'est même plus une option de utiliser le Agentic AI. Maintenant, à partir du moment où on accepte le fait que la plupart des tâches répétitives vont pouvoir être remplacées par un agent, ce que ça suppose, c'est qu'on a un processus qui est numérisé. Si vous êtes dans un département ou dans une entreprise actuellement et tout se fait d'une manière non structurée, que c'est des échanges de courriels, que c'est... Ça s'automatise vraiment pas bien avec l'intelligence artificielle. Parce que c'est le bordel, le garbage in, garbage out. Alors, pour toutes les entreprises qui veulent implanter de l'Agentic AI, la première étape, c'est de comprendre c'est quoi mon processus, de le formaliser, de le numériser, même si les tâches sont faites par un humain, tu peux distribuer le travail dans un outil de workflow où est-ce que on va comprendre puis on va être capable de gérer le processus. Quand on parle d'automatisation, évidemment, avant même d'automatiser, on optimise notre processus d'affaires. Exactement. On fait pas plus vite quelque chose de moyen, on essaie de faire quelque chose d'excellent qu'on va accélérer par la suite. Donc, je pense quand tu parles justement de courriel, quand la réflexion de revoir nos pratiques d'affaires est d'abord la première question. La deuxième, c'est comment on peut tirer avantage d'outils d'automatisation intelligents qui vont apprendre par eux-mêmes et va permettre après ça d'accélérer le traitement et de le rendre presque autonome dans certains cas. Exact.
Donc, ce que j'entends aussi, c'est qu'au stade où est-ce qu'on en est présentement comme organisation, une des premières étapes, c'est de penser à explorer la question, de voir dans quel secteur il y a des gains potentiels. Ces gains-là se font de quelle façon? Quelles sont les différentes pistes à explorer? C'est pas juste une question d'outils, c'est une question aussi, comme on vient de le dire, de pratique d'affaires. Il y a plusieurs questions et probablement que le menu ou le plan d'action, si je peux dire, pour explorer le tout, ben, ça se fait pas un vendredi soir juste avant d'aller dans un 5 à 7. Non. Il y a une réflexion qui doit quand même s'étoffer pour pouvoir voir quelles sont les différentes alternatives. Et à la limite, avec ce que j'entends de ce que tu dis, c'est qu'on connaît pas encore toutes les réponses. Donc, il faut se laisser de la place à expérimenter et que peut-être les réponses qu'on va avoir ne seront pas parfaites au stade où est-ce qu'on en est aujourd'hui du développement de cette technologie-là. Là. Tout à fait. Pour les individus, c'est quoi les impacts? Parce que clairement, il risque d'en avoir des significatifs. C'est une question que je me pose à tous les jours. Tu sais, je reviens à l'expérience que j'avais eue en 97. Mm-hmm. À ce moment-là, il n'y a pas personne qui a perdu son travail. Mais les gens, ils ont été relocalisés dans d'autres équipes, dans d'autres trucs. Je pense que c'est probablement ça qui va se produire. Alors, les entreprises vont se donner des gros gains de de performance qui vont leur permettre de soutenir leur croissance en maintenant les effectifs actuels. Mais je pense que comme individu, il y a des tâches qui vont disparaître, puis il y en a d'autres qui vont se créer. Mm-hmm. Alors, si tu es quelqu'un qui fait un travail répétitif, je pense que ce travail-là est à risque, puis n'importe qui fait ce travail, puis c'est pas nécessairement, tu sais, je travaille avec une très grande firme de télécommunications mondiale actuellement, puis on est à revoir tout leur système entre le moment qu'ils prennent une commande puis qu'ils déploient la fibre et qu'ils terminent. Une des étapes, ben, c'est de faire le design du circuit. Et puis aujourd'hui, ben, c'est des ingénieurs qui font ça. Mais eux, ils suivent une recette, là. Ils ont un paquet de règles à faire. Ils doivent voir est-ce qu'il y a un circuit disponible. Puis où. Mais tout ce travail-là, il peut être fait par une intelligence artificielle. Alors, même si ton travail est de haute valeur ajoutée, si ton travail est répétitif, t'es à risque. Parce que l'intelligence artificielle, si c'est pas déjà le cas, dans 2 ans, elle va être plus intelligente que chacun d'entre nous. Par contre, il y a 2 grandes catégories d'emplois qui sont en train de se définir. Mm-hmm. Contrairement au modèle de langage naturel qu'on parlait tantôt, où tu poses une question puis tu réponds, puis c'est assez simple, l'intelligence artificielle, le Agentic AI, il faut que tu l'intègres à quelque part dans ton processus d'affaires. Il faut que puis là, on pourrait tomber dans une discussion d'une autre heure, mais tu peux lui demander de faire certaines de cette réflexion-là en parallèle, en séquentiel. Il y a toute une architecture à se poser, dire est-ce que je développe un agent ou je développe plusieurs petits agents qui vont faire un petit bout de tâche avec un agent qui est le chef d'orchestre de tous les petits agents. Alors, il y a un travail d'architecture de agents qui est absolument pas différent, selon moi, de dire comment je fais mon architecture d'entreprise. Mm-hmm. Si je veux développer mon entreprise, j'ai une chaîne de valeur, puis là, je vais avoir des groupes qui vont faire ça, puis là, je devrais-tu développer des équipes spécialisées? Et puis, il va y avoir des architectes d'automatisation intelligente, puis il va aussi avoir des gestionnaires de performance. Alors, si aujourd'hui, tu étais un gestionnaire d'une équipe d'ingénieurs, par exemple, puis tu avais 20 personnes qui faisaient des designs, peut-être que dans 2 ans, il va y avoir 3 personnes qui vont approuver et revoir et finaliser les designs qui ont été faits C'est comme si tu venais amener un super stagiaire à tout le monde. Là. Mm. Puis l'intelligence artificielle, elle va te développer le premier modèle à 90% bon. Tu vas peut-être faire une couple d'ajustements, revoir des choses, mais tu vas avoir besoin de superviseurs, d'équipes d'agents virtuels, parce que la gestion de la performance va être primordiale. Et probablement, si je regarde dans une perspective
d'amélioration continue. Si je prends le côté excellence opérationnelle à titre d'exemple, bien, probablement dans ces contextes-là aussi, il va falloir éviter que ça reste une boîte noire. Il va falloir être capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a sous le capot, comment ça opère par rapport à nos processus, à nos objectifs d'affaires, et peut-être même des fois revoir qu'est-ce qu'on veut accomplir. Donc, avoir cette fluidité-là entre le modèle d'exécution et le modèle de réflexion qui nous permet de voir c'est quoi l'objectif, est-ce qu'on change l'objectif et donc est-ce qu'on change le modèle opérationnel par la suite. Il faut des gens qui soient habiles à naviguer dans cet environnement-là, selon ce que tu dis, c'est clair. Oui. Oui. Puis avant, il y avait de la stratégie, puis il y avait de l'exécution. Ben, je vois plus comment quelqu'un est capable maintenant de faire une vraie bonne stratégie sans comprendre les possibilités de l'exécution et vice-versa. Alors, je pense pas qu'il y a les travailleurs de demain, on parle de dans 5-10 ans, vont devoir être très, très, très confortables avec cette technologie-là. Donc, tu as parlé en termes d'acteurs clés, tu as parlé d'OpenAI, on a parlé d'Anthropic avec Claude, en tout cas, je mentionnais, il y a Google avec Gemini, DeepSeek, tu en as mentionné, tu as X avec Grok, qui est dans sa version 3 tout récemment. Ça, c'est les outils de LLM qui existent. Mais en arrière, il y a des plateformes qui permettent justement de les faire parler ensemble. Là. Quand on parlait justement d'Agent AI, il y a Google, il y a Amazon, il y a toutes les plateformes de cloud, dans le fond, qui permettent de soutenir ces séries d'automatisation-là. Mais il y a 8n8. Tu peux me parler un peu? C'est un acteur que j'ai vu arriver du champ gauche là, quand je me suis intéressé aussi à la question. Oui. Ben, c'est un marché là, qui est hyper fluide. Mais si on regarde les composantes, là, les prérequis, les joueurs que tu as mentionnés au début, c'est les joueurs qui vont développer les modèles. Oui. Alors, eux, ils développent des modèles qui peuvent être utilisés à plusieurs sauces. Maintenant, ce modèle-là, il faut qu'il roule à quelque part. Et puis, ce modèle-là, il va accéder à des données. Et puis, de plus en plus, ces données-là sont dans le cloud à quelque part. Oui. Alors, les joueurs qui sont les gros fournisseurs de solutions cloud, que ce soit Microsoft, AWS, Google, c'est les trois principaux, ben, il y a des bonnes chances que les données qu'on ait besoin sont déjà là. Alors, c'est logique de déployer ton agent d'intelligence artificielle très, très, très près de tes données, parce que sinon, là, tu as de la latence, etc. Et tu as de la sécurité. Alors, ces joueurs-là, qui sont les joueurs d'info nuagique, sont très actifs. La plupart ont leur propre modèle d'intelligence artificielle qui complète leur modèle de données. Mais tu as un besoin actuellement d'une orchestration. Et puis, c'est mon travail actuellement de réfléchir, puis je travaille avec des grands fournisseurs de logiciels. J'ai beaucoup fait de process mining dans les 5 dernières années qui nous permet de comprendre comment un processus fonctionne. Et j'ai la conviction que le modèle de process mining qui contient l'historique propre de toutes tes transactions, disons, dans les derniers 12 mois, et une plateforme merveilleuse pour entraîner tes agents sur comment ils devraient faire le travail et faire la gestion de la performance de l'agent. Le process mining permet de suivre la réalisation. Alors, tout ça pour dire que on a besoin de développer il y a un besoin qui est clair pour moi de marier workflow et intelligence artificielle dans un même environnement. Et puis, 8n8 a développé cette plateforme-là. Alors, je vous dirais, c'est pas la plateforme là, la plus robuste pour grande entreprise, mais ils sont très innovants. Et puis, c'est un outil de workflow web, un peu comme les Power Platforms de ce monde font, mais spécialisé pour bâtir des agents d'intelligence artificielle avec plein de connecteurs déjà prêts, avec un répertoire de tous les modèles possibles. Dès qu'il y a un nouveau modèle, ils l'intègrent dans leur modèle. Fait que si tu cherches un modèle pour faire de la conversion d'image en texte, ben tu tapes image to texte puis tu vas voir les 10 modèles qui sont là. C'est ça. Fait que tu gagnes en productivité beaucoup en utilisant une plateforme comme celle-là. Mais Microsoft développe ses plateformes, AWS, mais il y a actuellement une espèce de gap entre les plateformes d'automatisation et les plateformes d'intelligence artificielle que dans la prochaine année, on va fermer cet écart-là. J'ai vu comme cette semaine un grand joueur en automatisation de processus qui est Camunda, qui est une plateforme de workflow
qui a développé des extensions justement pour intégrer les agents dans des workflows plus grands complexes. Fait on s'en va là. Mais c'est... Ouais. Et c'est pour ça que quand on se parlait en préparant l'épisode, puis je faisais un peu de recherche, et pour moi, c'est comme je suis tombé dans un magasin de bonbons. Là. Il y a énormément de potentiel, il y a énormément de trucs à apprendre. Ça va très vite, comme tu le mentionnais. D'ailleurs, je mets une vidéo dans les notes de l'épisode qui fait un excellent tour d'horizon complémentaire à notre discussion, là, mais pour voir les différents acteurs, puis comment ça s'interface, mais surtout pour ceux qui nous écoutent, de voir comment que bien qu'on parle d'entreprise, d'organisation, c'est quelque chose qui peut être aussi accessible à, je ne vais pas dire monsieur, madame, tout le monde, mais qui peut être accessible pour ceux qui s'intéressent à ce genre de problématiques-là et comment ça peut s'interfacer en entreprise. Je m'explique. On peut faire des agents qui sont avec des fonctions très, très, très simples de comment booker, comme tu l'as dit tantôt, un rendez-vous au restaurant, gérer notre calendrier en fonction d'appels qu'on aurait sur une téléphonie IP, par exemple, qu'on aurait. Ça peut s'intégrer et comme tu parles de 8&8, je pense à Zapier qui est peut-être une version encore plus de base, mais Zapier a plein de connexions avec toutes les applications. Ils sont en train d'intégrer des agents AI et de l'accès aux bases de données LLM pour pouvoir automatiser de façon plus intelligente les séries de workflow. Bon, ça, c'est une chose. Pour ça, je dis que on peut, comme individu, explorer, et là, je pense aux entreprises, on peut explorer la question juste pour se faire la main sur le potentiel qui existe. La question que j'aimerais te poser à ce moment-là, c'est, tu l'as mentionné, en entreprise, on a des outils plus robustes, on travaille avec des plateformes et des bases de données on a du SAP, on a des bases de données Oracle, on a des entrepôts de données quand même significatifs avec des outils plus robustes. Est-ce qu'on est vraiment encore en train de, juste à l'étape présentement, de voir comment qu'on peut exploiter ces outils-là dans un environnement de nature, j'allais dire de grade entreprise, de grade corporatif, où on est tout près, là. Il y a des choses qui percolent au niveau des grands joueurs. On est tout près. Je pense que la technologie est là, OK? La technologie est là. Je pense que la maturité des entreprises ne l'est pas. Puis, je vais vous donner un exemple. Moi, ça fait quelques années là, que j'ai développé un modèle pour améliorer la performance des processus. Et puis, le modèle est basé en 3 étapes. La première, tu fais une découverte de ton processus pour comprendre vraiment comment il fonctionne. Le deuxième, tu fais la gestion de sa performance. Fait que tu t'assures de voir au niveau des coûts, des temps de traitement et de la qualité et de la conformité, comment que ça fonctionne. Puis, une fois que tu as maîtrisé ça, tu fais des améliorations. Et puis, je fais des workshops avec des très, très grandes entreprises actuellement où on leur dit où est-ce que vous aimeriez améliorer. Puis, les gens disent, ben j'aimerais ça améliorer votre cycle de traitement de tel truc. Puis on dit, OK, mais vous êtes à combien actuellement? Puis les gens sont pas capables de répondre souvent. Alors, comment tu veux te donner une orientation d'amélioration transformatrice de tes processus sans que tu connais pas ta base actuellement et ton processus est un peu tout croche. Tu sais? Fait que de aller trop vite avec du déploiement d'intelligence artificielle, moi, ça me fait peur parce que c'est pas que la technologie va faire des erreurs, là, mais les entreprises sont pas souvent prêtes à déployer ça. Ça prend un processus qui est numérisé, stable, bien géré, stable, puis là, tu peux l'automatiser parce que de faire de l'AI sur quelque chose qui est boiteux, ben ça va être boiteux plus vite. Exactement. Écoute, c'est une discussion que je trouve fascinante et je suis convaincu qu'on va vouloir se reparler dans les prochains mois pour voir le statut, où est-ce qu'on en est. Mais avant de se laisser, dis-moi, des conseils pour des dirigeants donc et des professionnels qui nous écoutent. On a déjà un petit peu abordé la question dirigeant dans le sens d'exploration, mais question à l'heure où est-ce qu'on se parle, février-mars 2025, on fait quoi si on est un dirigeant d'organisation? Et si on est un professionnel, on fait quoi face à tout ça? Je pense que si je suis un dirigeant d'entreprise, je dois accepter le fait que l'automatisation des processus est inévitable.
Et puis, si vous ne le faites pas, votre compétiteur va le faire et vous allez devenir non compétitif dans 5 ans. Oui. À partir du moment que tu acceptes le fait qu'il faut que tu es à cette étape d'automatisation-là, ben là, tu dois faire des devoirs préparatifs. Tu dois dire, ben c'est quoi mes processus clés dans mon organisation que j'ai le plus de problèmes, soit qui me coûtent le plus cher ou qui me donnent des problèmes de qualité. Puis là, je perds des clients. Puis quand on fait un mandat avec un client, c'est comme ça qu'on commence à dire, c'est quoi les enjeux de performance qu'on veut améliorer. Puis à partir de là, on comprend exactement comment le processus fonctionne. On met en place les mécanismes pour mesurer sa performance. On trouve où est-ce qu'il y a des enjeux qui peuvent être automatisés. Puis c'est là Et puis, dans les entreprises actuellement, ce que je remarque, c'est que il y a eu une équipe là, qui a été dans toutes les grandes entreprises ou les moyennes entreprises. Il y a eu une équipe en 2015 qui a été créée pour faire du Robotic Process Automation. Puis il y avait déjà une équipe en 2010 qui avait été créée pour faire du BI. Puis il y a des gens qui font de la gestion de processus. Puis il y a une autre équipe maintenant, là, depuis 2 ans, qui a été créée pour faire de l'intelligence artificielle. Puis là j'ai parce que les technologies sont arrivées en vague de 5-10 ans, j'ai des équipes différentes qui se parlent pas entre elles. Et puis là, on n'a plus le choix, on a besoin d'une vue d'ensemble, de gestion de performance, et puis de faire collaborer ces gens-là. Des fois, il y a certaines technologies qui étaient très bonnes il y a 10 ans, mais tu sais, le Robotic Process Automation, il y a plusieurs clients actuellement qui l'éliminent parce qu'il y a des façons plus fluides, moins dispendieuses de faire le même travail. Alors, il y a une réflexion à faire sur les outils également. Il y a 2 nouvelles qui sont apparues depuis 1 semaine qui sont aussi fondamentales. Vous avez peut-être vu que Microsoft, il y a 1 semaine, a annoncé qu'ils ont développé une nouvelle puce quantique qui est basée sur un nouvel état de matière. Alors, c'est là que ma capacité d'expliquer le nouvel état de matière s'arrête. Les ordinateurs quantiques est un autre sujet, ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui pourrait venir sur le podcast là-dessus, mais ça change la donne. Ben, puis AWS, hier vient d'annoncer sa propre puce. Alors, la capacité de traitement, là, avec un ordinateur quantique, une puce quantique, c'est des milliers et des milliers de fois plus fort. Là. Alors, et moi, j'aimerais rajouter comme élément, quand je pense aussi pour les professionnels qui nous écoutent, et tu me dis si tu abondes dans le même sens. Tu as parlé de Microsoft, tu as parlé d'Amazon, c'était Google, je pense qu'il y a peut-être 1 mois et demi qui annonçait aussi d'avoir résolu une question là, avec leur ordinateur quantique. Clairement, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'évolution qui va se faire. Je pense comme professionnel, on se ferait un non-service de rester à l'affût de ce qui se passe et surtout de se poser la question comment ça pourrait affecter mon travail, comment mon travail pourrait être transformé positivement ou à la limite comment je pourrais soutenir de façon encore plus, j'allais dire, dynamique et avec plus de valeur l'organisation ou la mission de l'organisation en intégrant des nouvelles pratiques, des nouvelles possibilités que ça pourrait apporter. Est-ce que je manque quelque chose quand je pense aux professionnels, ceux qui naviguent ou qui se frottent à ces technologies-là? Il y a un meme qui a circulé là, déjà quelques mois déjà, mais je l'adore. C'est dit, l'intelligence artificielle ne remplacera pas des humains. Les humains vont être remplacés par des humains qui savent utiliser l'intelligence artificielle. Très, très Et puis, bon. J'aime beaucoup. Frédéric, c'est un plaisir de t'avoir une nouvelle fois avec nous sur le podcast. J'espère grandement qu'on va pouvoir poursuivre cette discussion-là. Clairement, le terrain de jeu évolue rapidement, donc ça nous donne matière à explorer et approfondir le sujet. Dis-moi, on veut en savoir plus ou on veut te rejoindre. C'est quoi la meilleure place pour pouvoir rentrer en contact avec toi? Ben, mon profil LinkedIn, Frédéric Brosseau, je travaille chez Levio, je suis associé en charge de la pratique d'intelligence de processus. Alors, si vous faites un petit Google search ou allez sur LinkedIn, vous allez me trouver facilement. Et les notes seront de toute façon disponibles au niveau de l'épisode, donc c'est facile à trouver. Frédéric, merci beaucoup encore une fois et bien sûr au plaisir de se revoir. Merci. Allez, au revoir.
Quoi retenir, sinon la vitesse et l'ampleur des transformations que cette technologie émergente nous propose? Il est essentiel de porter attention à l'Agentic AI et aux agents AI autonomes afin d'en comprendre le potentiel et d'en maîtriser les bénéfices. Ces agents AI, avec leur capacité à raisonner, planifier et apprendre, promettent de révolutionner la façon dont les entreprises opèrent. L'automatisation des processus d'affaires est appelée à évoluer avec l'intelligence artificielle et les agents AI peuvent remplacer des tâches humaines répétitives. Ils créent également de nouvelles opportunités, bien sûr, exigent aussi de nouvelles compétences. En effet, les compétences des travailleurs doivent évoluer avec l'intelligence artificielle. Et de nouveaux rôles, tels que les architectes d'automatisation intelligente et les gestionnaires de performance d'agents virtuels émergent. Maintenant, la question que je vous propose est la suivante. Comment votre entreprise peut-elle se préparer à intégrer ces agents AI autonomes? Quels sont les processus qui pourraient bénéficier de cette transformation et comment pouvez-vous former vos équipes à travailler aux côtés de ces nouvelles technologies? Pour les dirigeants, il est crucial de ne pas rester à la traîne. L'automatisation des processus est bien sûr inévitable. Pour les professionnels, l'heure est à l'apprentissage et à l'adaptation. L'intelligence artificielle ne remplacera pas les humains, mais ceux qui sauront la maîtriser auront un avantage indéniable. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous le faire savoir. Pour approfondir votre réflexion, je vous invite à consulter les notes détaillées de cet épisode au www.intelliaconsulting.com/épisode 208. Vous y trouverez des liens et les références mentionnées, en plus des coordonnées de Frédéric Brosseau et bien plus encore. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre lettre hebdomadaire. Toutes les semaines, nous y partageons conseils et perspectives pour développer votre capacité d'action stratégique. Vous trouverez les liens en description. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine.